Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Jean-Pierre Le Goff, qui est philosophe et sociologue, auteur de La Société malade aux éditions Stock. Oui, et beaucoup d'autres livres remarquables. Jean-Pierre Le Goff, on est content de vous avoir parce que vous avez d'ailleurs, c'est intéressant, d'ailleurs je vais vous poser une question personnelle, mais qui va vous embarrasser, j'espère, ou pas. Vous avez commencé par dire, et c'est très bien, que vous avez eu, vous et votre épouse, vous avez eu le Covid. 2 jours après, c'était il y a pratiquement 1 an jour pour jour, que vous avez eu le Covid. Alors, je me suis dit quand même, Jean-Pierre Le Goff, qui est un très fin analyste du contemporain, à un moment donné du livre, il va nous dire comment il s'en est sorti et qu'est-ce qu'il a pris comme traitement. Ça aurait été pas mal quand même de le savoir. Je vais vous le dire. C'est pas seulement personnel. Oui, non, mais j'ai pris aucun traitement. C'est-à-dire que vous êtes sorti. Non, parce que c'était le début. Oui. Rappelez-vous le début. Vous aviez rien. C'est-à-dire que vous aviez les images mortifères des morgues et en Italie, etc. Donc quand vous avez de la fièvre, vous regardez ça, ce qui quand même crée un certain état de désarroi. Et en plus, vous avez quoi? Du Doliprane pour la fièvre. Et surtout, n'appelez pas le 15, sinon en dernière extrémité. C'est vrai. Et en plus, Doliprane et le 15, les informations changent tout le temps. Attention, pas de spray nasaux, on ne maîtrise rien. Donc vous êtes dans une situation totalement anxiogène. Et il y a ce fameux passage, 7e ou 8e jour, je ne sais pas, où ça peut exploser. Vous ne savez pas. C'est complètement la loterie. Bon, vous êtes atteint, pourquoi ça tombe sur moi? Vous n'avez pas appelé votre médecin, quand même? Si, j'ai appelé mon médecin, et heureusement, il m'a mis sur une plateforme où tous les jours, ce qui créait un lien, je devais remplir un dossier. Température, etc. Et mine de rien, ça crée quand même un lien. Et à un moment, pas appeler le 15, il m'a dit, écoutez, appelez le 15, parce que j'avais quand même de la fièvre et des tremblements graves. Et le gars m'a rassuré. Mais si vous voulez, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'une impuissance totale. C'est ça qui est très, très désarmant, avec des images, parce qu'en même temps, c'est la période du confinement, donc vous êtes enfermé chez vous, et les images tournent en boucle. Comment vous voulez pas... J'ai appelé ça une pandémie anxiogène, mais aussi bavarde. Et vous êtes là, vous regardez le monde à travers la vitre. D'ailleurs, c'est là où j'ai trouvé beaucoup de débats. On ne sait pas grand-chose, mais l'important, c'est qu'on en discute, vous voyez. C'est très important. Oui, et on ne sait encore rien, mais discutons. Alors vous dites, vous écoutez, arrivent les médecins. Au début, vous tendez l'oreille, vous dites, tiens, des gens différents, il y a une autorité scientifique. Et puis très vite, ça part en boucle. Il n'y en a pas un qui dit la même chose, etc. Là, il y a déjà la perte de confiance entre, c'est-à-dire, oui, la parole publique, on va dire au sens large, mais là, elle a été accentuée. Elle a été accentuée sur une situation où on est confronté tout d'un coup, on reçoit, le ciel nous tombe sur la tête, on n'est absolument pas préparé, matériellement. On s'aperçoit tout d'un coup que la France, l'Institut Pasteur, notre grande fierté, l'industrie pour fabriquer... Tout ça nous arrive carrément sur la figure. Alors qu'on était persuadé le meilleur système de santé du monde. Nous sommes Comment nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Je crois que c'était en 39, ça, vous voyez. Absolument. Et là, Maginot, etc. Voilà, oui. Donc, et là, vous découvrez que il y a tout ça. Donc, c'est à la fois une angoisse avec le retour possible de la maladie et de la mort, encore que, je dis, c'est une angoisse diffuse, parce que vous êtes touché dans votre chair, ou votre proche est touché, mais beaucoup d'autres régions, il ne se passait pas grand-chose. Vous ne voyez à ce moment-là que le prisme des services d'urgence débordés avec les drames qu'il y a, et c'est tout à fait réel. Donc vous avez bien du réel qui arrive dans votre espace privé, par la télévision, par les réseaux sociaux, tout le temps. Et puis en même temps, il y en a d'autres qui habitaient, moi j'avais des amis en Normandie, ils disent, écoute, on prend l'air tous les jours, il ne se passe pas grand-chose, ou alors ailleurs, du côté de Vienne, il y avait des services d'urgence, tout le monde était mobilisé, mais il n'y avait pas du tout la surcharge. Donc on était dans une situation... Je le dis dans mon livre, d'impression d'irréalité en même temps que de réalité tragique. C'est cette espèce de chose très bizarre. On est dans un entre-deux. On sait qu'il y a du réel et du tragique qui nous atteint. En même temps, on est distancié parce qu'on regarde ça. Et ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. C'est-à-dire, à travers ça, je me suis posé la question, mais comment fonctionne ce que j'ai appelé une bulle langagière et communicationnelle qui a gonflé pendant cette période. Et qui continue. Et avec le sentiment d'un jour sans fin, mortifère, répétant, vous ouvrez la radio le matin, allez, on y va.
les gestes barrières, combien de morts le soir, le jeudi, etc. Bon, j'ajoute aussi, je ne parle pas des autres drames et autres victimes où à chaque fois on a des témoignages. C'est-à-dire, ça vous met à chaque fois KO, quoi. Et ça c'est beaucoup. Alors, pour moi, j'ai pris, si vous voulez, la pandémie comme le verre grossissant au microscope de tendances qui existaient déjà et qui sont apparues avec beaucoup plus de netteté dans ce moment très particulier, en sachant que c'était un moment où on était sorti de l'histoire. Enfin, on y est peut-être, on continue encore. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un événement monstre qui accapare tout. Monstre et monde, puisque le monde entier voilà. était... Mais en même temps, il y a toujours des risques de guerre. En même temps, le terrorisme... Les attentats. Est toujours là. En même temps, les territoires perdus de la République, on l'a vu d'ailleurs, sont toujours là, mais... On est enfermé dans ça, et ça tourne. Et je me suis posé la question, c'est un mode de fonctionnement qui produit des effets, non pas d'adhésion. C'est pour ça que je me différencie d'une certaine critique. Il y a de la propagande, il peut y avoir de la propagande. Mais à mon avis, la propagande est un discours plus structuré, qui fait appel à des mécanismes d'identification. Voilà, il y a de la propagande. Oui. Là, l'effet de tout ça, c'est un peu comme ce que j'appelle la logomachie managériale. C'est pas des effets d'adhésion, c'est des effets, en fin de compte, de déstabilisation et de désarroi. Ça vous donne le tournis. Et sur ce terrain de désarroi peut arriver tout et n'importe quoi de restructuration. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que je vois bien, je défends les libertés, la police de la parole et de la pensée, mais on n'est pas en 1984. Non, c'est pas Orwell. Voilà, c'est pas Orwell. Ce n'est pas non plus l'occupation allemande. Voilà. On est dans quelque chose d'étrange, et je pense que c'est symptomatique d'un mode de fonctionnement délétère des démocraties. Mais on reste dans la démocratie avec des fonctionnements qui l'enlisent, si vous voulez, et qui nous font perdre la tête. Justement, on va en parler après les informations avec vous, Jean-Pierre Le Goff. Ce qui est très intéressant, et vous citez Tocqueville sur l'infantilisation, on va parler de l'infantilisation, les responsabilités, le droit, et peut-être aussi un gouvernement ou un management par la peur. Comment ça se passe ? La crise Covid, le verre grossissant des failles de nos sociétés qui existaient déjà. On continue d'en parler avec justement Jean-Pierre Le Goff dans quelques instants. Et puis vous pourrez réagir au 0826 300 300 à partir de 13h15 sur tous les autres sujets abordés. Jean Lassalle, un berger à l'Élysée, est-ce que vous êtes pour? Alexandre Langlois, un policier révoqué à cause d'un tract. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? On vous attend sur tous ces sujets. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, et cette société malade dont parle Jean-Pierre Le Goff dans son livre que je vous recommande vraiment, parce que c'est un livre qui fait très 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 bien le portrait justement de la société dans laquelle on vit en ce moment, à l'ombre du Covid en fleurs. Et est-ce qu'elle est malade alors d'hypocondrie, de mégalomanie, de cynisme, de tout cela à la fois? Parce que ce qui est vous en parlez beaucoup dans votre livre justement, de cet ouragan, de ce tsunami de paroles qu'on a eu de la part du personnel politique, du matin au soir, du soir au matin, de la part du personnel journalistique et médiatique, de la part des acteurs qui se sont engagés en disant on ne peut plus vivre dans un monde dans lequel on vit tout en partant en hélicoptère pour leur station favorite, de la part aussi des médecins. On croyait encore que les médecins c'était une science, on pensait encore que et puis on les entend dire tout et son contraire. Jean-Pierre Le Goff, ça traduit quoi tout ça? Ça produit comme effet un grand désarroi, et qui creuse le fossé entre, j'allais dire, la société elle-même et un certain milieu, parce que moi, je n'oppose pas forcément le haut et le bas. Ça dépend j'allais dire, moi, je crois beaucoup aux individus, qui sont en bas ou qui sont en haut. Hein, c'est pas simple. Je raisonne pas en termes de classe médiatico-politique, opposé à un bon peuple qui serait unanimement vertueux, j'allais dire, vous voyez. Mais ça traduit quand même un fossé. C'est-à-dire qu'un décalage qui existe entre la façon dont on appréhende la réalité dans sa dimension tragique, avec des paroles qui sont toujours un peu en décalage, qui n'arrivent pas à raccrocher le réel. Si je prends par exemple le discours politique lui-même, je suis très frappé. C'est pas un reproche que je vais faire au président de la République, mais il oscille sans cesse entre Clémenceau, De Gaulle, avec des trucs très solennels, etc. On voit qu'en même temps, il y a quelque chose, ça colle pas tout à fait. Et puis en même temps, il rentre dans le détail, ouvrez les fenêtres. C'est juste ce que je le disais. Il nous dit pas de nettoyer la cuisine, comment on va nettoyer la cuisine. Donc on est sans arrêt dans ce genre. Et puis nous sommes en guerre, comme vous avez dit le premier. Alors nous sommes en guerre.
Ça, j'en parle, ça fait partie aussi du sentiment d'irréalité. Une tentative, en fait, c'est une tentative d'unifier le pays et mais on n'est pas en guerre, on voit bien, c'est pas la débâcle de juin 40 sur les routes, c'est plutôt pour aller trouver sa résidence secondaire, ce qui est quand même un peu différent. On n'est pas dans les caves avec les bombardements, il n'y a pas les avions, les Stuka qui bombardent les colonnes. Et même l'Ausweis, c'est pas ça. On signe, il y a du contrôle. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a eu un grand, je parle de délire d'interprétation, sur des réalités d'ailleurs, dans ces moments où l'histoire s'arrête, où tout d'un coup on est hors du temps, parce que c'est un temps très dilaté, répétitif. Eh bien, il y a beaucoup d'interprétations, de choses pour combler cette espèce de moment d'incertitude, d'aléa. On ne sait pas où on va. Est-ce qu'on le savait avant? Mais ça s'est accentué. Ça change tous les jours. Discutons de ce qui change, mais à peine on en discute, il y a autre chose qui est arrivé. Et on continue, et on continue, et on continue. Tout ça fabrique du grand désarroi à l'intérieur de la société, mais au-delà de la pandémie, c'est un mode de fonctionnement qui pose un défi considérable à ce qu'on appelle la citoyenneté, dont on se réclame par ailleurs. Parce que ça suppose quand même un minimum de cohérence et un minimum de réflexion à distance, ce qui n'est pas facile. Moi, je me situe non pas du côté de l'émetteur, mais du côté du récepteur, en sachant qu'il y a quelque chose qui s'appelle le zapping. Ouais, c'est-à-dire qui accentue le patchwork, si vous voulez, qui accentue les différences. Et vous recevez tout ça dans la figure, et à un moment donné, l'effet de ça, vous pouvez vous dire, surtout quand vous avez de la fièvre, bon, à quoi bon? Alors vraiment, ça suffit, quoi. Et je reçois beaucoup de fils, de coups de fil de mes amis sur la télévision. Tu te rends compte? C'est pas possible, c'est pas... Mais ils ont le nez dedans. Ouais. Ah, les réseaux sociaux, c'est absolument insupportable. Oui, mais ils ont le nez dedans. Donc il y a quand même un rapport très ambivalent. Oui, on nous dit le nez sur le guidon, ils sont là-dedans. Eh ben, ils sont dedans, voilà. Voilà. Et donc c'est un rapport très très ambivalent à l'État, à l'institution, du côté de la société. On s'en méfie. Et on voit bien le fossé qui existe, mais en même temps, on lui demande qu'il réponde au plus vite à ses besoins dans une logique d'ayant droit indéfinie, quoi. Mais alors justement, Jean-Pierre Le Goff, est-ce que ça ne pose pas, est-ce que ça n'accentue pas justement les fossés, tout ce dont on parle depuis des années, la partition, les territoires perdus, etc. On en parlait un peu plus tôt. D'ailleurs, vous le dites vous-même, on s'est focalisé sur le Covid. D'ailleurs, vous avez remarqué, il n'y avait plus de cancer, il n'y avait plus d'AVC. Il n'y avait plus de crise cardiaque, il n'y avait plus rien. Il y avait le Covid, mais même pas de grippe. La grippe avait disparu. Alors, est-ce que ça ne traduit pas quand même deux choses, on va demander, un processus d'infantilisation et un processus de déresponsabilisation? Oui, je pense, mais ça, on peut le prendre sur l'État. L'État a une responsabilité, d'une certaine façon, dans une protection sanitaire, notamment dans la pandémie. Le problème, c'est jusqu'où on va. C'est-à-dire que moi, je cite dans mon livre la définition de l'OMS, quand même, de la santé, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, rappelez-la. Un état de complet bien-être physique, mental et social. Alors là, il y a beaucoup de gens malades, quoi. Qui va garantir l'état complet de bien-être? Alors, en fonction de cette définition-là, si l'État, c'est impossible à satisfaire. Donc vous êtes dans un rapport où, à la limite, on demande beaucoup de choses à l'État, ce qui peut se comprendre sur un certain nombre de phénomènes, mais on peut lui demander la santé totale comme on demande la qualité totale, vous voyez. Et donc ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que fait l'État? Il a très peur en même temps, parce qu'il dit attention, si je me plante, on va porter plainte, il va y avoir des choses contre moi. Principe de précaution. Voilà, principe de précaution, allons-y. D'où le vaccin, du coup vous comprenez plus rien. On n'assume pas une position parce qu'il y a l'Europe, parce qu'on a peur, etc. Et donc on est dans une situation très, très bizarre entre l'État et la société, parce qu'il y a une conception de la santé qui s'est développée dans le courant du XXe siècle, qui est complètement inatteignable. C'est en gros le bien-être physique, physiologique. Et on se méfie des institutions de santé si elles ne parviennent pas à nous procurer ça. Vous dire, j'ai droit à la santé totale, voilà. Sinon vous êtes coupable. Exactement. Oui. Et c'est la logique du client roi. Alors ce qui est très paradoxal, c'est que moi j'ai regardé les hôpitaux, là, parce que dans les hôpitaux, la tarification par l'activité, la T2A, j'ai regardé dans le détail, c'est quand même assez extraordinaire. Les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ne savent pas ça, les T2A. Eh ben, la T2A, c'est un modèle de calcul des actes médicaux qui regroupe les patients en groupes de patients homogènes. En durée de séjour, on met tout ça en informatique, dans une logique d'économie. Alors on va vous dire, à juste titre, après tout, la santé a un coût, il faut regarder le budget, d'accord. C'est pas une entreprise, l'hôpital. Mais voilà, mais le mécano, moi j'ai regardé le mécano qui était monté,
est absolument incroyable. Il faut regarder dans le détail, auquel s'ajoute un discours quand même à propos de l'hôpital qui est extraordinaire, avec des boîtes à outils de la performance et d'évaluation inimaginables, une logorée managériale qui a coûté d'ailleurs beaucoup de... Je ne sais pas combien ça a coûté de temps Très et d'argent pour un résultat qui n'est pas là. Et donc, il y a les personnels soignants, j'insiste, qui ont été confrontés directement au drame, ils étaient déjà dans une situation très difficile. Bien sûr. Et donc, des leçons que je tire aussi de la pandémie, je ne suis pas particulièrement optimiste, mais c'est qu'au sein de la société, il y a quand même des réserves d'humanité auxquelles on ne s'attend pas, et que c'est dans les moments critiques de l'histoire qu'on voit surgir un peu. La question que je pose, c'est combien de temps ça va durer. Parce que si je ne vais pas faire d'analogie avec les attentats, rappelons-nous, islamistes, il y avait une grande manifestation, on allait embrasser la police, vous voyez. Bien sûr. Et après, on a recommencé. Alors peut-être que, j'espère qu'on saura un peu retirer les leçons, mais ce qui s'est passé, c'est que le retour du tragique, de la menace de la mort et de la maladie, même si c'était pas vu de la même façon, perçu de la même façon, nous est retombé dessus dans une société qui refuse toujours le tragique de l'histoire. Non, mais je crois que Jean-Pierre Le Goff, c'est un des chapitres, il y a plusieurs chapitres de votre livre qui est très intéressant, et on l'a dit depuis Philippe Ariès, mais avant, on a refoulé la mort. Ouais. On fait comme si la mort n'existe pas. On sait qu'elle existe, effectivement, les plus âgés la voient venir, mais quand même, la mort est considérée comme une espèce de tabou, on ne parle pas de ça. Sauf, alors c'est ça qui est intéressant, encore un paradoxe, sauf dans les périodes où il y avait le croque-mort de service qui, chaque soir, venait égrener la liste des décès. Donc, c'est quoi? C'est ça, c'est réalité et irréalité. Moi, ça ne me concerne pas parce que je suis jeune, ou moi, ça me concerne. Je parle dans la société, d'ailleurs, c'est un ami à moi, un sociologue qui s'appelle Paul Lyonnais, qui parlait de la coexistence à l'intérieur d'une même société des immortels et des mortels. Et avec le peuple adolescent, qui est monté en puissance, si vous voulez, qui est devenu un modèle de vie, avec l'idée d'un infini de la vie. Quand vous êtes jeune, envisager la finitude, c'est très intellectuel. Et puis, il y a un recul de la mort. L'espérance de vie ne cesse de monter. Bien sûr. Et il y a un moment quand même où, alors ça évolue, vous commencez, mais ça c'est très charnel, c'est par le corps, les douleurs, les choses comme ça. Vous êtes plus attentif au corps. Et là, vous devenez mortel. Je dois dire que, en ce qui me concerne, j'ai appartenu à une génération qui se croyait un peu quand même la toute-puissance de la jeunesse. Le Covid m'a fait passer du côté des mortels, mais j'étais déjà un peu avant parce que j'avais connu la mort des proches. C'est une expérience très importante. Mais ce qui est très important à souligner, c'est que la perte des rituels collectif de deuil, par exemple. C'est quelque chose qui me frappe. Moi, j'ai été dans les années 50 en Normandie, au fin fond de la Normandie, on veillait ma grand-mère, moi je voyais le cadavre, j'avais 4-5 ans quand même. Ouais. Vous alliez dans les enterrements, vous voyez. Tout ça, ça a été la mort érodé. faisait partie de la vie. Elle faisait partie du quotidien. Elle n'était pas... Et ça faisait partie d'une forme d'acceptation tragique de la finitude, d'affrontement avec la finitude. Mais aujourd'hui, on dirait que la mort, comme elle est refoulée, ça ne peut être qu'un effondrement. Alors là arrivent les antidépresseurs, parce que c'est quelque chose qui ne rentre plus dans notre horizon. Surtout dans une société de la performance sans faille, quoi. Le nez dans le guidon sans arrêt, la activité toujours sur la brèche. Bon, tout ça, et il arrive ça. C'est par la mort de l'autre, en fait, qu'on est touché, parce qu'on ne peut pas penser notre propre mort, mais c'est par la mort de l'autre. Et les rituels collectifs, vous soutenez. Il y avait un moment même je me rappelle les femmes en noir dans les villages, etc. C'était quelque chose. Il y avait un an. Tout le monde, Il y avait un an. C'est comme les veillées familiales. Voilà, c'est ça. Pareil. Pareil. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas réussi dans la modernité, puisque maintenant on habite. Il y a des conditions d'habitation qui ne sont pas les mêmes non plus. Parce que garder ses grands-parents à la maison, il faut avoir quand même une grande maison, etc. Et puis ils vivaient moins longtemps. Il ne faut jamais l'oublier. Maintenant il y a le grand. Et on a découvert à propos de cette pandémie. Moi, j'ai connu ça de près dans ma famille, mais les EHPAD. J'ai découvert la situation des EHPAD. Et à mon avis, un des grands points noirs, vraiment, qui restera de cette pandémie, c'est la façon dont une société moderne a traité ses vieux, ses mourants et ses morts. Et ça, il y a quelque chose d'énorme, si vous voulez. Aucune civilisation, même dans des conditions très dramatiques, il y avait quand même un minimum. Alors là où c'est un peu, qui m'a beaucoup étonné, j'ai regardé, épluché un peu les avis du Conseil scientifique. Et dans le Conseil scientifique, il n'y a pas que des recommandations
sur le virus, les projections, etc. Combien Non, il y a des recommandations sur les rituels. Vous dites, mais de quoi ils s'occupent? Et on vous dit, par exemple, avec les tablettes, on peut peut-être voir de nouveaux rituels. Alors c'est un avis. C'est un avis, mais vous dites quand même. Vous êtes consulté par vos vieux par tablette, quoi. Voilà, consulter, donc c'est un minimum. Voilà, par contre, les corps disparaissaient, on les mettait dans des plastiques. Alors comment on fait? C'est une question entre le principe hygiéniste et puis ce qui rend quand même, je dirais, la vie humaine. Par des symboles, par des choses. Absolument. C'est très difficile de trancher. Heureusement, je dirais, il y a des personnels qui ont transgressé et qui ont permis au moins à des familles endeuillées de voir pour la dernière fois leur truc. On en a parlé hier, c'est pas partout. Jean-Pierre Le Goff, on se retrouve avec nos auditeurs tout de suite. Vous allez tous nous appeler au 0826 300 300. Est-ce que nous vivons dans une société malade? On vous attend aussi sur ce sujet. Venez réagir. Jean-Pierre Le Goff reste avec nous et vous pouvez lui poser des questions en direct et puis revenir aussi sur les autres sujets. Ce policier Alexandre Langlois qui a été révoqué à cause d'un tract ou encore Jean Lassalle qui se présente au présidentiel 2022. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, c'est à vous de parler, de prendre la parole et de poser des questions. Je suis à André Berkov et à Jean-Pierre Le Goff. Vous avez composé le 0826 300 300. Allez, on commence par Marseille. On donne la parole à Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Moi, je vous appelle pour parler un petit peu du Covid. Moi, je me demande si les gens réalisent qu'on est en train de vivre quand même une escroquerie mondiale là en ce moment. C'est-à-dire que en fait, l'épidémie elle est terminée depuis le mois de juin-juillet, enfin depuis la première vague en fait, où il y a en effet eu une maladie, enfin un virus qui a circulé, et depuis, c'est maintenu artificiellement par beaucoup de communication. Vous dites qu'il n'y a plus rien, vous, Olivier. Vous dites c'est fini depuis juillet. Je dis qu'il y a quelques cas. Ouais. Je dis bon après d'où ils viennent, c'est une autre question, mais je dis qu'il y a d'autres cas. Le problème, il n'est pas là. Je vais vous dire exactement quand est-ce qu'ils sont réapparus les cas à l'hôpital en réanimation, enfin en mortalité exactement. Ils sont apparus à partir du 9 septembre, quand M. Véran a commencé à utiliser, à la demande de l'OMS, les tests antigéniques. Les tests antigéniques, ils ont une spécificité. Moins il y a de personnes malades dans le lot que l'on teste, plus il y a de positifs, plus il y a de faux positifs. Voilà. Et à partir du 9 septembre, ça se voit parfaitement sur toutes les courbes. La mortalité c'est en hôpital, augmente augmente au fur et à mesure que ces tests remplacent, ou arrivent en plus des PCR. C'est visible. Et la vague anglaise, notre vague... Le variant, pas la vague, le variant. Oui, non, je parle de vague, moi. Je parle de vague. Nous avons eu notre vague, une grosse vague, avant la vague anglaise. Mais quand on regarde bien les courbes de positifs, en fait, il y a eu une petite vague qui a fait long feu, on va dire, qui n'a pas fonctionné dans les positifs, juste en même temps que la nôtre chez les Anglais. Donc bref, en fait, ils ont eu un petit problème. Ils ont été en manque de tests antigéniques. Oui. Non, mais vous dites, Olivier, parce qu'on ne va pas rentrer dans la discussion technique, dont il faudra 3h30, et honnêtement, ça demande de creuser la chose et pas de lancer comme ça. J'aimerais bien que les journalistes, surtout à la télévision, mais ça c'est beaucoup en demandé, étudient et enquêtent. Oui. Écoutez, je vais vous dire, on va faire une émission spéciale sur les tests la semaine prochaine, et là on va en parler, parce que là ça demande véritablement une discussion précise et qu'il y ait un vrai débat là-dessus. C'est surtout des documents à montrer. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais vous dites effectivement que c'est fini depuis juillet et qu'il y a eu des choses. Bon, si vous voulez, c'est pas ça. C'est que je voudrais pas rentrer là-dedans parce que on ne peut pas débattre comme ça. Là, c'est un vrai débat et je dis pas que c'est très légitime de le poser le débat, mais on va pas le poser comme ça parce que sinon on va pas avancer. Ce sera une opinion contre une autre et ça n'apportera pas grand-chose. Mais je vous dis simplement la semaine prochaine, je sais pas, jeudi ou vendredi, on fera
un débat sur les tests. Et franchement, nous, je ne sais pas si Jean-Pierre Le Goff a quelque chose à dire là-dessus. Non, moi j'ai pas les connaissances scientifiques que votre auditeur a sûrement, donc je peux pas me prononcer. Si Voilà, moi non plus. Mais en revanche, Olivier, ce que je vous dis, et ce n'est pas du tout des paroles en l'air, on va faire une vraie émission sur les tests, et que là-dessus, comme ça, on essaiera d'en avoir le cœur net. Voilà, on vous donne rendez-vous et vous pourrez reprendre la parole à ce moment-là. Allez, tout de suite, on va à Castres, on donne la parole à Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Bernard. Bonjour André Berkoff. Je voulais tout d'abord commencer par vous remercier parce que de midi à 14h, c'est un moment de fraîcheur et d'intelligence qui nous apporte beaucoup de joie et de bien-être. Merci. Voilà. Merci. De rien. Mais je voulais vous le dire. Je voulais intervenir rapidement sur le policier Langlois parce que je trouve ça dégueulasse ce qu'on a fait en parlant crûment, excusez-moi. Ouais. Moi, j'étais prêt, s'il y a la faisabilité, je ne suis pas certain, de mettre en place une pétition via Internet ou autre pour essayer de le soutenir et demander sa réintégration parce que de vouloir éliminer des policiers plutôt que d'éliminer des problèmes, je trouve ça c'est scandaleux. Ouais. Ça s'appelle casser le thermomètre pour ne pas avoir la fièvre. Hein. Exactement, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, je l'ai retenu et je l'ai entendu ce que vous avez dit. Et voilà, je ne sais pas s'il y a la faisabilité. Mais Bernard, tout à fait, écoutez, ça c'est exactement le genre de geste citoyen et c'est très bien pour l'initiative. Vous savez, vous allez sur change.org et vous lancez une pétition pour Bernard Langlois en l'occurrence, vous pouvez le faire sur change.org, il n'y a aucun problème. Et vous faites suivre. S'il faut, on pourra vous mettre en relation aussi, où vous parlerez de tout ça au standard. D'accord, parce que on peut pas les avoir applaudis à une époque où ils nous protégeaient par rapport au terrorisme, par rapport à tout ça. Et puis aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, pour éviter de régler les problèmes, on vire ceux qui le disent un peu trop et trop fort, on les vire et en même temps, on règle pas les problèmes. Et qui c'est qui a subi les conséquences? C'est vous, c'est moi, c'est tous les citoyens. Je voulais aussi faire une petite précision, c'était par rapport à l'intervention de M. Jean Lassalle, que j'aime beaucoup, entre parenthèses, mais il a fait beaucoup de références, comme d'autres d'ailleurs, au général de Gaulle, qui est un excellent homme militaire, on ne peut pas enlever ça, il a une attitude, une action qui est à tous les livres d'histoire, mais c'est marrant comme on oublie de préciser quand même que le 27 avril 1969, il a eu un échec au référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat. Et il a démissionné le lendemain à midi. Absolument. C'est quand même un détail que beaucoup de gens oublient de préciser. Je vais vous dire, on ne l'oublie pas. Enfin, moi, personnellement, je vais vous répondre à titre strictement personnel. Je pense que ça ajoute à sa grandeur. Je pense que c'est un des hauts faits du général de Gaulle. Parce que justement, il ne s'est pas accroché au pouvoir alors qu'il aurait pu parfaitement. Il n'avait pas à démissionner. Il est parti et ça ne fait que l'honorer parce qu'on ne voit pas beaucoup d'hommes politiques qui auraient fait ça. C'est clair. Ce que je voulais vous dire, et c'est un clin d'œil à ce qui se passe aujourd'hui, entre parenthèses. Voilà, absolument. Suivez mon regard, comme vous dites. Merci. Oui, absolument. Allez, vous continuez. Merci beaucoup Bernard. Vous continuez tous de nous appeler 0826 300 300. On vous attend et on continue de parler de cette société malade avec Jean-Pierre Le Goff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. André Berkoff est dans tous ses états avec son invité Jean-Pierre Le Goff. Je rappelle le titre de son livre La société malade aux éditions Stock. Et vous aussi, alors, est-ce que vous considérez que cette société est malade? Vous nous répondez au 0826 300 300. On donne la parole à Catherine qui nous appelle de Gers. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Catherine. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Voilà, vous êtes formidables. Merci. Et je voulais dire tout mon soutien à Alexandre Langlois. Oui. Parce que c'est le seul policier avec son ami là qui a parlé sur RT Direct. J'ai entendu ce matin et qui disait que la seule solution, puisque moi je suis gilet jaune, on tient encore un rond-point, mais on se fait à la limite menacer pour partir parce qu'ils veulent plus nous voir. Mais si on avait des gens comme ça, je comprends pas qu'il n'y a pas des gens qui se manifestent plus pour des gens comme ça qui ont la parole vraie, que voilà, que Monsieur Darmanin se permette de le virer comme ça, mais c'est une honte. Moi, je suis dans une société, je suis dégoûtée vraiment de tout. Je peux même pas exprimer mon dégoût. Ouais, je comprends.
Je comprends, Catherine, mais voilà, il faut faire ce que a fait l'auditeur précédent. Comment on peut aider? Il va faire une pétition pour Alexandre Langlois et il faut rejoindre la pétition sur change.org. C'est déjà beaucoup. Vous savez, si des dizaines de milliers de gens se mettent là-dessus, eh ben, ça aura un effet. Il faut bien voir cela. Et justement, c'est une question que je voulais poser à Jean-Pierre Le Goff. On parle toujours, vous voyez, il y a eu ça, effectivement, on parlait des gens qui recevaient les messages du matin au soir, la télévision, les réseaux sociaux, tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais voilà, on attend la prochaine décision, ce que vous entendez du matin au soir. Et qu'est-ce que vous entendez? Croyez-vous qu'ils vont reconfiner? Croyez-vous qu'ils vont confiner encore? Croyez-vous que ceci? Et on voit l'impuissance résignée des gens et d'autres qui font... Et dans votre livre, vous parlez quand même qu'il y a eu, justement, au-delà même de la solidarité, il y a eu des jeunes, et justement, qui ont fait beaucoup de choses, bénévolement, etc. Ben, je pense comment on dépasse la colère intérieure, j'allais dire, parce qu'on est c'est très frustrant. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce spectacle un peu désolant? Et on s'est aperçu, pendant la pandémie, qu'il y a eu quand même des initiatives de solidarité partant de la société elle-même. Je pense l'aide aux vieux, les solidarités, même les jeunes. On parle, vous voyez, beaucoup du fossé des générations. Certes, il existe. Mais personnellement, je préfère souligner les jeunes qui se sont engagés dans des associations, alors qu'on n'y croyait plus du tout. On disait c'est le repli, etc. Ouais. Ben non, il y en a qui se sont engagés, même s'ils sont minoritaires. C'est quand même là-dessus. C'est un peu les forces vives qui ont fait des maraudes, qui sont occupés des SDF, qui sont sortis du souci de soi. Vous voyez, qui est tout à fait légitime par ailleurs, et puis bon, leur situation n'est pas facile. Mais on a vu, encore une fois, dans des moments historiques, là, quand on s'y attend pas forcément, des gens, d'ailleurs, c'est pas la couleur politique, c'est pas la couleur idéologique, qui prennent des initiatives. C'est ça. C'est le plus important. Éviter la servitude volontaire, je dirais, l'asservissement même, peut-être. Allez, vous allez continuer de téléphoner au 0826 300 300. On donne la parole à Franck qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Franck. Oui, bonjour Franck. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bonjour André Berkoff, bonjour à vos invités. Écoutez-moi, ce ne serait pas pour donner mon avis parce que ça fait la millième fois qu'on en parle, je tourne en rond, mais ce serait plutôt une requête. Oui. Vous permettez? Allez-y. Pourquoi vous ne feriez-vous pas une émission pour demander aux gens, pendant 2 heures par exemple, oui. Qu'est-ce qui les effraie? Pourquoi cet immobilisme? Un an après, avec tout ce que l'on fait, pourquoi ont-ils encore si peur, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, vous comprenez? Pourquoi ces gens masqués, la tête baissée, qui filent à leur travail, qui rentrent chez eux, ça devient... C'est vraiment incroyable. Moi, vous savez, je ne porte pas de masque dans la rue, je me suis pris 5 PV. Ouais. Lorsque j'emmène mon enfant à l'école, j'ai été balancé par la maîtresse de mon petit garçon qui a donné mes coordonnées à la police, qui sont venus qui sont venus me choper chez moi pour me mettre des PV comme ça. Et on me met des PV comme ça, vous savez, on me voit dans la rue, comme ils connaissent mon adresse, je reçois des PV dans la boîte aux lettres. Intéressant. Ça rappelle les heures les plus glorieuses de notre histoire, oui, d'accord. Tout à fait, c'est pitoyable. Alors, je me demande, moi, sincèrement, qu'est-ce que les gens, dans quel état d'esprit ils sont, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi cet immobilisme permanent, personne ne bouge, ne serait-ce qu'au niveau des restaurateurs? Ils savent qu'ils vont mourir, en fait. Et ils se suicident. Est-ce que vous comprenez le cercle vicieux dans lequel on est rentré? Ils savent que ces gens-là, apparemment, ne vont plus jamais réouvrir, ou plus jamais dans les conditions que l'on a connues jadis. Et personne ne fait rien, mais ouvrez, s'il vous plaît. Vous êtes 200 000. Si vous ouvrez tous en même temps, qu'aucun de ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez? C'est très vrai. Simple, en fait. Ouais. C'est assez dingue. Et je vais vous dire... Vous voyez, Jean-Pierre Le Goff, la question, elle est centrale de la société malade. Ce qui dit pourquoi cette peur, pourquoi les gens vont en rang, comme disait Debord, se consume en étant immolé par le feu, la Im Jérôme et conçu une Ocni, le film de Debord. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a quand même quelque chose, parce que on a beau dire, oui, il y a des gens qui bougent, etc. On est bougés, bien sûr. Mais il y a cette espèce de passivité. Est-ce que c'est la servitude volontaire dont parlait la Boétie que vous évoquez dans votre livre? Est-ce que c'est l'infantilisme que vous évoquez dans votre livre en citant Tocqueville? Il y a quand même, et moi vraiment ça me frappe, une passivité. Alors le sociologue, le philosophe que vous êtes, vous voyez ça comment? Il y a
quelque chose quand même qui est là. Je dirais une passivité, résignation avec la peur. Parce que on a parlé du confinement. Je ne sais pas si vous vous rappelez le premier moment, on allait se réaliser dans le confinement. En fait, les gens l'ont accepté parce qu'il y a quand même la trouille. Enfin, je veux dire, et c'est pas totalement infondé. Non, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation instable. Et donc, c'est d'abord la peur. Le deuxième élément, à mon avis, c'est quand vous êtes confronté à une masse d'informations tous les jours, vous avez le tournis. Et vous êtes totalement désorienté. Et je pense que c'est ça aussi, ça joue. Mais après tout, il y a une phrase de Tocqueville que je reprends dans mon livre, c'est que l'État s'occupe de nous. Bon, et d'une certaine façon, il a raison, parce que la pandémie, c'est quand même pas rien. Oui, mais en même temps, jusqu'où ? Il va rentrer jusqu'où dans nos vies, si vous voulez. Donc, il y a des limites. Et il dit, il voit un peu, déjà au 19e siècle, une forme d'État, ce qu'il appelle un despotisme doux, vous voyez. Et il dit, à la limite, on demanderait presque à cet État de nous dispenser de la peine de vivre et de l'effort de penser par nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça ce que j'appelle une forme de servitude postmoderne. Maintenant, il y a la question des risques qui existent, qu'on a beaucoup de mal. Écoutez, franchement, qui comprend l'état de la réalité des risques? On ne sait plus, on n'y comprend plus rien. Mais quand même, il y a quand même des choses qui ont été établies, Jean-Pierre Le Goff, et je veux dire, honnêtement, la plupart des médecins, etc., que si, par exemple, vous circulez sur la plage, vous êtes tout seul, ou même à 100 mètres de distance, 50 mètres de distance, dans les montagnes et tout ça, si vous voulez... C'est l'absurdité de la chose, cette absurdité acceptée. Je précise. Par exemple, le Covid, il se réveille à 18h. Avant, il dort, bien sûr. À 18h, il se réveille, il devient très, très, très offensif. C'est un oiseau de nuit, bien sûr. Il est sur les plages. Sur les plages, tout le monde a dit que sur les plages, il n'y avait pas de problème. Dans les montagnes, tout le monde dit, mais vraiment tout le monde, enfin les 3/4 des médecins que vous interrogez, des gens qui vous disent, écoutez, à l'extérieur, le masque, aucune importance. Oui, dans les clusters. Pardon, excusez-moi. Mais dans le métro, dans l'autobus, où vous avez des gens, dans les gares, vous avez des gens comme ça les uns sur les autres. C'est ça, c'est cette absurdité. Alors, vous m'allez dire, oui, on l'accepte, on ne va pas payer 135 €. Comment fait-on pour transformer les passifs en au moins un peu de réveil, quoi? Je pense qu'il y a la question de la peur, pas simplement de la peur, c'est aussi le fait de... Comme il y a beaucoup d'inconnus, moi je reviens quand même sur une situation de méconnaissance de ce virus. Même si on a progressé, on a quand même l'impression qu'on n'avance pas beaucoup. La question des vaccins, c'est encore pire. Donc dans cette situation instable, il y a la question même de se protéger l'autre, j'allais dire. Il n'y a pas que du négatif. Pour ceux qui portent les masques, c'est pas simplement la protection de soi-même, je pense. Il y a aussi le fait de, j'en sais rien, et si je contamine l'autre. Et ça, c'est pas négatif en soi. Bien sûr. Maintenant, le problème qui est posé, c'est ce confinement généralisé avec la bureaucratie qui a existé, avec des choses ubuesques, vraiment ubuesques, qui ont été rectifiées. Aujourd'hui, l'évolution, il y a quand même une évolution, c'est qu'on ne confine plus un pays entier. On confine là où on voit qu'il y a des problèmes, ce qui est déjà énorme. C'est déjà pas mal, oui. Et en plus, on essaie d'associer les élus locaux. Alors, je dis pas que c'est merveilleux, mais c'est quand même une petite évolution. Ouais. Le problème, c'est qu'on reste toujours dans l'inconnu, y compris sur les moyens de transmission du virus. Quand vous regardez, on ne sait pas grand-chose. Ça évolue, ça change, etc. C'est toujours dans cette situation d'incertitude et d'aléa qu'il peut y avoir une demande de principe de précaution maximum. À ce moment-là, vous êtes bloqué, vous voyez. Mais il y a toujours l'aléa de l'histoire et face au tragique, on est désorienté. Qu'est-ce qu'on demande? On peut demander des assurances garanties. Je signe ici, j'ai aucun risque, aucun danger, vous voyez. Mais le rigolo de tout ça, juste un mot, c'est que vous savez que les laboratoires dans les contrats avec la Commission européenne pour l'achat de doses de vaccins, vous savez que les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité. C'est ça qui est extraordinaire. Et ils ont accepté. Et nous avons accepté, enfin nos représentants, entre guillemets, à la Commission européenne ont accepté. C'est-à-dire que le principe d'irresponsabilité l'a emporté sur le principe de précaution. C'est quand même assez extraordinaire. Non, mais ça, l'Europe en sort pas grandi. Mais on a délégué à la Commission européenne, qui n'était pas, à mon avis, la mieux armée pour aller négocier. Et en plus, comme on a vu que l'Allemagne, sur le dernier vaccin suivi, on a suivi. Et à part ça, on va vous dire, mais au contraire, c'est plutôt rassurant. Moi, je vais vous dire, ça creuse le fossé un peu plus
plus avec les dirigeants et la bureaucratie sanitaire, d'une certaine façon. C'est vrai. Ça, et l'Europe n'en sort pas forcément grandie, contrairement à ce qu'on dit. C'est clair. Allez, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. La conversation continue autour de cette société malade. Qu'est-ce qui se passe et vous, comment vous le ressentez? On vous attend aussi, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors c'est vrai que quand on entend Jean-Pierre Le Goff, on a l'impression que les carottes sont cuites et que la société est malade. Mais vous continuez en tout cas de nous appeler et on donne tout de suite la parole à Patrice qui nous appelle du Var. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour Sud Radio, bonjour André Berkov. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien Patrice. Voilà, super. Bon là, je vous écoute donc depuis quelques temps là sur Sud Radio et puis c'est vrai que vous avez raison sur beaucoup de sujets et j'ai beaucoup à dire en fait. Bon, j'ai essayé de condenser au maximum. Oui. Bon, parce que allez-y. Ouais, le général de Gaulle. Bon, effectivement, pour moi c'est une référence. C'est bon voilà, donc je vais pas m'étendre parce que on sait que c'est quelqu'un des 30 Glorieuses, je veux dire. Et en fait, André, où tout a commencé en fait à dévisser, c'est simple. Alors que les auditeurs de Sud Radio m'écoutent bien, c'est depuis l'arrêt, je dis bien depuis l'arrêt de l'indexation des salaires. Donc on a commencé une pente vertigineuse, c'est-à-dire que le SMIC a dévissé par rapport à l'inflation, et maintenant on se retrouve dans une crise sanitaire. Parce que vous savez que quand vous n'avez plus le salaire adéquat au niveau social du pays, vous rentrez en danger. C'est-à-dire un danger sanitaire, vous mangez de la crotte, vous l'avez mal, vous êtes porteur de miasme et compagnie. Oui, le pouvoir d'achat baisse, donc l'hygiène baisse, etc. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller acheter un bon steak haché chez son boucher traditionnel, comme on faisait du temps de jadis, on va acheter son steak haché pourri, et on ne sait pas ce qu'il y a dans le steak haché pourri, et on se retrouve en crise sanitaire, vous voyez Parce que quand vous Sauf que juste un mot. Sauf que je crois pas que le Covid est venu du steak haché pourri. Si vous voulez, et des fois, vous savez, c'est indépendant. Je ne dis pas d'où c'est venu, j'en sais rien. Les uns disent les labos, les autres disent etc. J'en sais rien. Et on va pas épiloguer là-dessus. On le saura un jour. Mais je crois que ce n'est pas seulement lié à ça. Ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, c'est malheureusement encore, comme disait Jean-Pierre Le Goff et beaucoup d'autres. Il y a une part d'inconnu, une part très grande d'inconnu, mais sur le fond, oui, ce qu'il y a surtout, c'est la paupérisation d'une partie de la France. Par exemple, on ne parle que de la France, c'est clair. Ça, oui. Oui, voilà. C'est-à-dire que toute la pauvreté, tout ça, parce que avant, donc, les gens vivaient, on va dire normalement. Le smicard, il avait son petit SMIC, sa petite vie de base. Et en fait, moi, quand j'ai interrogé mon père, qui gagnait, à l'époque, c'était 1000 francs, dans les années 60. Oui. Et c'était donc comment Georges Marchais qui disait que le SMIC était à 1000 francs. Et en fait, j'ai interrogé mon père, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais avec les 1000 francs par mois? Eh ben, j'avais un 3 pièces à Menton, comme moi actuellement à Brignoles. Je faisais mes courses normalement, et moi je venais de naître. Avec 1000 francs par mois, c'est ça. Voilà, et en fait, André, c'est-à-dire que les 1000 francs, j'en ai déduit qui correspondaient à 1700 € aujourd'hui. En fonction des choses, que faisaient mes parents. Ils avaient un loisir, ils faisaient un loisir, ils faisaient de la photo, du film en 8 mm, ils allaient skier, enfin ils avaient une vie normale, mes parents. Absolument. Voilà. Donc les 1000 francs, en fait, c'est 1700 € aujourd'hui. Et en fait, avec le dévissage du SMIC, qui était à 1230, il est à 1230 net, mais c'est indigne, c'est immonde. Oui, et ça c'est vrai, Jean-Pierre Le Goff. C'est vrai que c'est ce qui est l'histoire du pouvoir d'achat est quand même assez hallucinant parce que on le voit tous et on le sait. Alors c'est pas l'histoire du Covid, mais c'est quand même une histoire intéressante. Quand on voit par exemple, en principe à l'euro c'est 6,56 6 francs 56 centimes. En principe, aujourd'hui c'est une aimable plaisanterie. Enfin depuis longtemps, on voit très bien que le café qui valait 1 franc vaut maintenant 1 euro. Le café qui valait 3 francs vaut 3 euros. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu aussi ce sentiment peut-être de précarité, de déclassement, pour aller plus loin, qui a dû jouer,
qui joue peut-être un rôle indirect, mais présent dans cette... Il existait antérieurement, il s'est renforcé à travers la question du Covid, des formes de précarité. Moi, j'insisterai sur une chose, c'est l'emploi, c'est-à-dire les déstructurations qui suivent suite au chômage, parce que bon, c'est quand même ça un des problèmes dont on risque d'hériter. On sait absolument pas. Bon, pour l'instant, l'État fait des chèques, il essaie de maintenir un minimum. Voilà. Bon, mais pour moi, ça peut pas durer éternellement. Donc c'est ça, pour moi, l'angoisse, et ça va de pair avec la perte du pouvoir d'achat. Hein. Mais je pense que ça va au-delà, c'est-à-dire que le travail, c'est ce qui vous met dans une situation face à l'épreuve du réel, si vous voulez. Malgré tout, vous rentrez dans des rapports de solidarité, même de conflictualité, mais vous êtes dans un collectif, vous avez un rapport au réel qui n'est pas simplement dans l'imaginaire, ou quand vous rêvez chez vous, en confinement, en refaisant le monde, quoi. Et je pense qu'un des problèmes qui s'est posé à travers le confinement, c'est qu'il y a on a une société que moi j'ai appelée une France morcelée, il y a des fractures sociales, économiques et sociales, mais pas simplement. Je pense qu'il y a des fractures anthropologiques dans le rapport à la condition humaine. C'est-à-dire la façon dont vous voyez la vie n'est pas la même selon votre insertion. Par exemple, chez le paysan, chez l'ouvrier ou chez l'intermittent du spectacle, c'est pas tout à fait la même chose. Et chez le chômeur de longue durée. Enfin, ou à l'armée, vous voyez, vous êtes confronté plus ou moins. Et là, il y a un rapport au réel qui, je ne veux pas idéaliser, mais qui se laisse moins embobiner, voyez, par tous les discours. Et c'est ça aussi qu'on a perdu avec... qui s'est un peu érodé avec le chômage de masse et la situation où vous êtes chez vous et ce que j'appelle la bulle communicationnelle qui tourne 24 heures sur 24. Surtout quand elle atteint des gens qui sont isolés chez eux. C'est ça. Exactement. Allez, on va faire un petit tour du côté de Perpignan. On donne la parole à Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Michel. Bonjour André, bonjour à vos invités. Moi je voulais réagir sur la politique actuelle d'éloignement des malades depuis la région parisienne. Oui. Moi je suis anesthésiste et je fais un peu aussi de réanimation. Et naïvement je pensais qu'on allait nous adresser des malades indemnes de Covid pour éviter justement de répartir cette maladie sur l'ensemble du territoire qui reste encore épargné. Oui. Or, nos administratifs ont plutôt décidé de prendre les plus malades pour les mettre dans des endroits où il y a peu de malades. Ça me paraît pas très logique sur le plan épidémiologique. Oui. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est qu'on assiste à une gestion complètement hectique de la part de nos ARS respectives. Par exemple, vendredi dernier, on nous dit vous devez diminuer votre activité chirurgicale de 40%. En prévision des centaines de patients qui vont être c'est hallucinant, sur le territoire. On vous dit comme ça, il faut diminuer l'activité de 40%. Voilà. Comme ça, Mais ça ne correspond à rien, parce que si vous voulez, l'objectif, semble-t-il, est de garder libre des places en soins intensifs et réanimation. Or, 90% de l'activité chirurgicale, ce sont des patients, à la demande du gouvernement d'ailleurs, qui sont ambulatoires. C'est-à-dire qu'ils rentrent le matin, ils sortent à midi, ou ils rentrent dans la matinée, ils sortent le soir. Donc, ils n'ont aucune incidence sur le remplissage des lits de réanimation. Et donc, ce sont des patients qui ont été reportés une fois, 2 fois, 3 fois, parce que ça fait, depuis le début de l'épidémie du Covid, on demande régulièrement de réduire l'activité. Donc, la première vague a été responsable d'un nombre de cancers digestifs qui n'ont pas été dépistés, d'un nombre de problèmes cardiaques qui n'ont pas été soignés. Et depuis 1 an, les choses n'évoluent pas, on tombe à peu près dans les mêmes travers, sinon qu'on a quand même compris que le dépistage des cancers est important et qu'il fallait le poursuivre. Et cette gestion est complètement incompréhensible. Et puis ce sont des choses qu'on nous impose sans nous expliquer. Par ailleurs, si je peux me permettre, j'entendais ce matin dans votre émission du matin, Françoise de Goa et Elisabeth Lévy qui disaient que nos gouvernants ne connaissaient même pas les places en réanimation disponibles. Je pense que c'est faux, parce que chaque réanimation donne 2 fois par jour à l'ARS à laquelle elle est rattachée le nombre de lits libres. Donc ils savent parfaitement. Deuxièmement, quand on vous parle des lits de réanimation au niveau gouvernemental, on ne parle que des lits du public. On ignore complètement les réanimations privées. Oui, bien sûr. Et je sais qu'à Paris, même à Paris, il y a des réanimations qui sont quasiment vides. Et pourtant, à grand renfort d'image, on met des gens dans des trains, dans des hélicoptères, dans des avions pour les évacuer. Je pense que c'est purement une politique de communication. C'est pas une politique de gestion de la crise. Ouais. Ça, vous avez tout à fait raison, et il y a un vrai problème avec ça, c'est un problème, on revient à l'image, dont on parlait avec Jean-Pierre Le Goff, c'est l'image triomphe, l'image prime, et c'est quand même assez grave.
c'est l'immédiateté, c'est pas la prévision. Parce que depuis 15 ans, on sait que la prochaine pandémie, ça sera un virus respiratoire. C'est vrai. Et dans le virus respiratoire, ça donne des insuffisants respiratoires, des gens qui sont intubés. Donc il faut se préparer à ce genre d'événement. Et vous savez combien de lits ont été supprimés, y compris des lits de réanimation. On l'a dit, en tout cas, le Canard enchaîné, je ne pense pas que c'est des fake news, l'a dit, en un an, on est passé dans l'Île-de-France, de 2500 à 1800. C'est quand même pas rien. C'est incompréhensible. Incompréhensible, et puis je ne parle pas des autres hôpitaux. Et puis il y a eu un problème d'hôpital. Jean-Pierre Le Goff, justement, est-ce qu'on n'est pas... En fait, ce que vient de dire Michel, on est dans une politique de l'image, on a l'impression que tout est image, en tout cas pour un certain nombre de gens qui nous gouvernent d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un tel décalage entre les déclarations et la réalité du terrain, c'est quand même ça le problème. Oui, à chaque fois qu'il y a une annonce, et le lendemain, le dernier cas du vaccin, c'est extraordinaire. Puis donc, j'allais dire, ils sont en réactivité constante. Avec un certain nombre de contraintes. Attention, si on n'arrête pas le vaccin, on peut être attaqué, on va avoir des plaintes, vous voyez. Donc, ils gouvernent. J'ai le sentiment d'un gouvernement à vue, qui a le nez dans la réactivité. Je ne vais pas juger, c'est pas facile. Mais on n'arrive pas à dégager une vision de long terme. Et à travers la pandémie, c'est quelque chose qui existait avant, mais là qu'on a vu apparaître, là aussi, de façon beaucoup plus nette. Très fort, chimiquement pur, presque, hein, c'est ça. Je voudrais finir juste un mot, mais un mot, on a 30 secondes, avec Greta Thunberg. How dare you? How dare you? Juste Greta Thunberg, et ça a été bon. Comme on dit, elle a eu son quart d'heure de célébrité mondiale, comme disait Andy Warhol. Mais c'est juste en une phrase, en fait, Jean-Pierre Le Goff. Ça, c'est quoi? On se réfugie en disant le monde d'avant, c'est fini, on va faire un monde d'après purifié et qui va nous sauver? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une espèce de fuite, mais en même temps, je dirais que c'est le peuple adolescent en révolte contre les anciens, les adultes. C'est à nous. Il y a deux aspects. Il y a à la fois des problèmes réels qui sont pris en compte et un règlement de compte générationnel qui pose le problème de la façon dont j'allais dire les élites, ceux qui sont ne soient pas démagogiques vis-à-vis d'eux. Or, précisément, ils en ont peur. On en a peur, donc on donne des réponses, on fait du surf avec ces demandes qui sont impossibles à satisfaire, en fait. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pierre Le Goff. Je rappelle le titre de votre livre, La Société Malade, aux éditions Stock. Demain, André Berkoff, on retrouve Pierre-André Taguieff pour parler justement d'islamo-gauchisme et d'islamo-nazisme. Et tout de suite, Brigitte Lahaye sur les jouets intimes. Là aussi, vous pouvez réagir 0826 300 300.